Bonjour à toutes et tous et bonjour Laurent Mercier qui est avec moi ce mercredi. Laurent, on est déjà mercredi, 3 jours après la fin de l'édition du centenaire des 24 heures de Spa qui vont nous intéresser aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Track Limit. Laurent, on a vécu une édition du centenaire. Bon, je pense que le scénario final, il fallait être, même si on bossait chez Netflix, c'était impossible à définir, mais écoute, voilà, le sport auto nous réserve encore pas mal de surprises et on a pu avoir une fin de course improbable. On va y revenir assez vite. Laurent, déjà, édition du centenaire et tout le programme était vraiment incroyable, hein, avec tout ce qui était autour de la course. On va rapidement passer là-dessus avec une affluence record, hein, 99 500 personnes sur ces 24 heures, même 110 000 si on prend la semaine entière avec la Speed Week qui était organisée la semaine avant avec le British GT notamment et le FFSA GT, plus toutes les animations autour. Ouais, salut Pierre. Ouais, une belle semaine avec un spectacle sur la piste, mais un spectacle aussi en dehors de la piste avec pas mal d'animations sur le circuit qui rappelait le centenaire de ces 24 heures de Spa, avec pas mal de voitures exposées, pas mal de petites choses, de casques, de billets, de programmes. On a pu un petit peu faire le tour et je pense qu'à ce sujet-là, les spectateurs en ont eu pour leur argent. Quand tu vois aussi les nombreuses séries support et les anciennes gloires, on va dire, des 24 heures de Spa qui étaient dans le paddock et qui étaient en piste. Franchement, là-dessus, je pense que l'événement, tout le monde on peut dire que l'événement a été réussi. On rappelle, hein, il y avait des expositions notamment sur la terrasse F1, hein, au-dessus des stands de Formule 1 avec des anciennes gloires. On cite rapidement la BM Z4 GT3 Marque VDS. On a vu des Ford Capri, on a vu des Audi, on a vu le 806 qui a eu les faveurs du public, aussi les tiennes Laurent, parce que je sais que tu as déjà acheté la miniature. On l'a aussi vu en version civile décorée Et là, dans le paddock. Voilà, il est là, magnifique. Donc c'est vrai que pour ça, SRO Motorsports Group avait mis vraiment les moyens et avait fait les choses en grand pour cette édition du centenaire, ce qui était évidemment logique pour célébrer cette période dorée entre le tourisme, entre le GT pour ce qui nous concerne et même pour les anciennes années. Donc ça a été vraiment réussi, hein, entre toutes ces animations, que ce soit la parade, que ce soit les expositions, les courses aussi support avec des voitures historiques en piste, certaines qui nous ont gentiment rappelé de bons souvenirs auditifs, avec la Maserati notamment. Donc pour ça, je pense que Laurent peut tirer quand même un grand coup de chapeau à l'organisation pour tout l'ensemble de cette semaine. ouais, rien à dire de plus. Le travail en amont a été fait et, euh, et voilà, donc le paddock était complet et plein de voitures, donc tout ça c'est parfait. On va passer à la course, Laurent. Une édition du centenaire qui nous a réservé un scénario, comme je le disais en introduction, franchement inattendu. Tout le monde a vu Ferrari gagner parce que Ferrari avait su se replacer au bon moment avec la position en piste, hein, l'arrêt au stand un petit peu anticipé avec la Ferrari numéro 51 AF Corse Francorchamps Motors d'Alessandro Pierguidi, qui a pu passer très vite ses deux rivales qui étaient la Aston Martin Vantage numéro 7 de Come to You Racing et la BMW M4 GT3 numéro 998 du Rover Racing. À partir de là, Alessandro Pierguidi a fait du Alessandro Pierguidi, hein, je pense que tu me contrediras pas Laurent. Il a creusé l'écart méthodiquement, même s'il n'y a pas eu 50 secondes d'écart, hein, mais il s'était constitué même un matelas d'une quinzaine de secondes. Et à un petit peu moins d'une heure de l'arrivée, il fait son dernier arrêt qui doit normalement se passer sans encombre. Et malheureusement, on va vous remontrer rapidement ce qui s'est passé. Un petit accro, hein. Donc un petit accro d'histoire. Une voiture, Laurent, qui se retrouve bloquée à l'entrée de la voie des stands. Voilà, vous pouvez le voir. Parce qu'une Lamborghini, la numéro 19, hein, du Grasser Racing Team, qui, sur panne électronique à cet instant, ne peut plus rien faire dans la voie des stands. Et à partir de là, c'est le scénario qui s'inverse totalement pour Ferrari, parce qu'il y
il y a presque 50 secondes, je crois, qui sont perdues dans l'affaire. Et à partir de là, c'est sûr que c'est très compliqué pour Ferrari de remonter. Laurent, je pense que quand on est Alessandro Pierguidi dans la voiture, on doit avoir, je pense, ou envie de pousser la voiture qui est devant, qui sera sortie par les commissaires le plus vite possible, hein, évidemment, mais malheureusement le temps perdu est trop conséquent. Ou on a presque envie presque d'arrêter, parce que c'est terrible de perdre la course sur cet épisode, quoi. Ouais, alors déjà, c'est pas quelque chose de courant quand même, faut quand même le signaler. La situation est quand même assez cocasse et c'est pas arrivé souvent. Alors c'est vrai que la voie des stands à Spa est quand même assez étroite. Alors par contre, ce type de situation est déjà arrivé dans le passé en GT. C'était à Bakou, 2013, où c'était une McLaren qui devait être pilotée par Frédéric Vervisch, qui était une McLaren de Boutsen-Gignon, qui est tombé en panne, c'était un souci d'alternateur et qui avait bloqué l'entrée de la voie des stands. Donc bon, on sait qu'à Bakou c'était assez étroit aussi et qui avait bloqué plusieurs voitures. Bon, donc voilà, jusqu'à présent personne s'était posé la question de savoir si l'entrée de la voie des stands à Spa était étroite, s'il y avait un problème. Là, le problème est arrivé. Le problème est arrivé en fin de course, d'une course de 24 heures. C'était la deuxième fois que cette Lamborghini elle bloquait la voie des stands parce que c'était arrivé à l'arrêt précédent, là aussi sur un problème électronique. Et c'est pas de cul, même si à l'arrivée Alessandro Pierguidi qui a quand même été très, on va dire, je sais pas, très sport dans ses déclarations. Ouais, on l'a connu plus virulent, on va dire. Ouais, et lui regrettait juste qu'on l'ait pas prévenu, qu'on n'ait pas prévenu plus tôt, parce que lui explique qu'il avait de quoi faire un tour supplémentaire pour rentrer. C'est ça. Que ce soit au niveau essence ou au niveau même temps de relais, hein, puisqu'il y a toujours cette question des temps de relais. Ils avaient un tout petit peu de marge, Ferrari, donc ils avaient la possibilité d'effectivement de faire un tour de plus. Exactement, donc ils avaient un petit peu de marge. Et le souci, c'est que même si ça arrive proche de l'entrée de la voie des stands, il faut quand même que le véhicule arrive. Il faut accrocher la voiture, il faut tirer cette Lamborghini pour que la Ferrari puisse passer. Donc évidemment, il y a quand même beaucoup de temps de perdu. Alors évidemment, oui, peut-être qu'il aurait peut-être pu essayer de pousser la voiture. Maintenant, bon, c'est facile à dire. Je pense qu'il n'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Donc, je pense que là, il est un peu passager du truc et évidemment, il a juste à attendre que le véhicule d'intervention arrive et pousse cette Lamborghini pour que lui puisse aller s'arrêter. Et les secondes perdues, il a essayé de les récupérer. On l'a vu très véloce et voire trop offensif sur la fin de course. Parce qu'il y a quand même le dépassement sur l'Aston Martin Valkenhorst, qui est un petit peu sujet à discussion, on va dire ça comme ça. Au freinage des combes, l'Aston Martin est pénalisé. Et d'ailleurs, sur le classement final, qui a été publié dans la foulée de la course par le collège des commissaires, on voit que la décision donc, de pénalité de l'Aston Martin est sujette à appel, donc on attend de voir ce qu'il en est. On a essayé de contacter l'équipe, mais pour l'instant on n'a pas de retour de Valkenhorst, mais il semble effectivement qu'ils aient déposé un appel. On va voir si cet appel va être reçu déjà et ce qu'il sera étudié par la suite. Donc on vous donnera plus d'informations sur ce point. Laurent, on va terminer sur Ferrari puisqu'on a commencé par ça. Alors, juste, moi, après, je suis pas officiel. Je trouve que la pénalité, elle est quand même, c'est un peu gonflé quand même. Ah, on est tout à fait d'accord. De Valkenhorst, à la limite, tu mets fait de course. Oui, parce qu'en plus, l'Aston est à l'intérieur. Alessandro Pierguidi, certes, est visiblement plus rapide sur la fin de course. Mais bon, on voit quand même que la tentative de dépassement est quand même assez osée à cet endroit-là. Bon, il passe largement dans l'échappatoire pour rejoindre la piste. Bon, de toute façon, comme on dit à chaque fois, on n'est pas dans le collège des commissaires, on n'a pas forcément tous les éléments, donc la décision a été prise. L'arbitre, comme on dit, a toujours raison, même quand il a tort. Bon, là, c'est sûr que je peux comprendre que Valkenhorst soit un peu pose question en tout cas sur cette pénalité qui fait perdre le podium de toute façon à la numéro 34. C'est la conséquence majeure. T'as quand même une place sur le podium qui s'envole. Maintenant la Ferrari a été rapide, très rapide en fin de course, mais bon, ça c'est un peu de notoriété publique chez Ferrari que les Ferrari vont vite en fin de course.
Et du coup, pour Pierre Goudy, enfin, je veux dire, lui, il va garder un goût amer de Spa-Francorchamps cette année quand tu sais ce qui s'est passé aux 6 heures de Spa en WEC, où on relance la course, où là, il était pas du tout content, il était pas du tout programmé que ça reparte, mais bon, c'est reparti. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a rien à dire. Et donc lui, évidemment, je pense que c'est Spa-Francorchamps en 2024, c'est pas du tout le Spa-Francorchamps qu'il a connu l'année de la victoire. Ça, c'est certain. Ferrari, quand même, a été dans le coup tout au long de la semaine, hein, Laurent. On va prendre un peu de hauteur sur plus que la course. C'était pas une surprise de voir les 296 GT3 aux avant-postes. Évidemment la 51. Il y avait clairement la perfo pour cette voiture. Ils ont vraiment pris l'avantage une fois la piste redevenue vraiment sèche dans la matinée. C'est là où on a vraiment vu la numéro 51 passer en tête, hein, faire vraiment son effort. On a aussi vu la 93, Laurent, je sais pas si tu te souviens, dans la soirée, hein, avec Chris Frogat, Ouais. vraiment très très en verve, qui à un moment jouait la première place au général. La voiture, on vous rappelle, du Sky Tempesta Racing étant inscrite en bronze. Bon, c'était vraiment la preuve que les voitures étaient perfos. Le seul bémol dans le clan Ferrari, bon, ça reste la course en grosse demi-teinte de la 71, hein, il y avait notamment Vincent Abril sur la voiture, la 71 qui a été impliquée dans un accrochage à 3 dans la nuit, qui a notamment éliminé la Mercedes 48. Voilà, les Ferrari clairement étaient dans le coup, elles ont tenu leur rang. Bon, c'est un coup du sort qui enlève une 5e victoire aux 24 heures de Spa pour la marque italienne. Et le coup du sort, par contre, Laurent, il a tourné en faveur d'Aston Martin et de Come To You Racing. C'est une première victoire belge depuis 2015, puisque la dernière victoire belge, c'est Marc VDS et la fameuse Z4 GT3. Une Aston Martin, pareil, Laurent, qui a été là toute la semaine. Peut-être pas la perfo identique à la Ferrari, en termes de vitesse pure, hein, mais l'Aston Martin Vantage qui disputait quasiment sa 3e course de 24 heures, hein, puisqu'on va prendre Daytona avec l'exemplaire d'Heart of Racing, on va prendre Le Mans avec les voitures de D-Station et d'Heart of Racing également. Au bout de la 3e course, Laurent, l'Aston Martin Vantage gagne une épreuve majeure, et bravo, parce que une voiture neuve gagnée dès sa première année, c'est pas souvent, on va dire ça comme ça, surtout en GT. Je pense que les Aston Martin sont un peu restés sous le feu des radars toute la semaine, même si il y en avait pas beaucoup pour la gagne, il y en avait deux en pro, hein, je parle. Ce qui a été le cas de Ferrari aussi, avec les deux Ferrari d'Aed Corset, Francorchamps Motor en pro. Mais ouais, c'est pas sur le papier, je suis pas sûr que les bookmakers aient parié beaucoup sur une victoire comme Toulouse parce que c'est la première année de la voiture. C'est la seule équipe qui a engagé 4 voitures au départ. Ce qui rajoute forcément une certaine complexité quand même si les autres Aston Martin de Comme To You n'étaient pas dans la classe pro. Mais non, franchement, il y a pas grand-chose à dire. On a déroulé du côté des 3 pilotes Aston Martin qui sont évidemment des pilotes officiels avec Marco Sorensen, Niki Tim et Mattia Drudi qui est un petit peu l'arrivée de dernière minute parce que lui, il était chez Audi l'année passée. Et on n'a pas connu de problème. On a roulé, on a évité les embûches. Il y a rien à dire là-dessus, quoi. La Stone, elle fonctionne. On l'a vu avec Val Connors qui termine quand même au pied du podium. Là aussi avec 3 pilotes quand même assez, 3 pilotes pro. Et franchement, cette Vantage GT3, Aston Martin qui est resté quand même sur un podium il y a quelques années avec l'ancien modèle. Et c'est la course parfaite. La course parfaite et une vraie récompense aussi pour Come To You, parce que tu parlais de Mattia Drudi qui était pilote Audi, qui est passé dans le clan Aston Martin. Come To You a aussi fait ce choix durant l'hiver de changer totalement son fusil d'épaule au niveau de la marque, puisque l'an dernier ils avaient quand même 3 Audi R8 LMS GT3, on passe à 4 Aston Martin, donc forcément avec tout ce que ça implique, hein, en termes de refonte technique, aussi d'appréhension de tout l'aspect autour de la voiture. Les ingénieurs doivent découvrir un nouvel environnement, même si ça reste du GT3. Ça a été quand même un chambardement assez important pour l'équipe de Jean-Michel Barth, mais qui a pu travailler quand même de façon assez rapprochée avec Aston Martin. On l'a vu, hein, beaucoup d'essais hivernaux ont été réalisés rapidement avec les pilotes officiels, dont Marco Sorensen notamment en Espagne.
Et au final, bah, le travail a payé, malgré aussi, Laurent, la situation pas forcément évidente au sein d'Aston Martin. On sait qu'ils ont vendu beaucoup de voitures, il a fallu fournir les pièces, ce qui n'a pas été forcément évident. On en avait souvent parlé avec Ben Bourder, le responsable des ventes. Mais au final, voilà, toute cette phase de transition pour la marque avec la nouvelle voiture et pour Come2You, qui est une des équipes de pointe d'Aston Martin, bah, toute cette phase de travail est récompensée au terme de ces 24 heures de Spa. Ouais, tout à fait. C'est sûr qu'en début de saison, on se souvient au Paul Ricard lors des essais officiels, on va pas dire c'était le bordel, le mot est peut-être exagéré, mais en fait, qui était totalement, c'était pas un bordel comme Toulouse ou un bordel Aston Martin, c'est que le problème d'approvisionnement de pièces, le problème de montage de châssis, il a fallu prêter des châssis, aller chercher des pièces, en ramener. Bah, c'était quand même un vrai calvaire. Je pense aussi bien pour Ben de chez Aston que pour les équipes qui étaient un peu dépendantes du truc. Mais on les a vus échanger, échanger prendre des pièces l'une chez l'autre pour assurer ouais, le quotidien, on va dire. Et même l'histoire du châssis, où il y a le châssis qui a fait le Paul Ricard, devait partir après dans la foulée pour rouler en ELMS avec Racing Spirit of Léman. Donc par contre, il y a eu quand même une vraie cohésion des équipes, où Come2You est allé chercher des pièces pour Valkenhorst, et après Come2You a connu une sortie de piste, c'est Valkenhorst qui a aidé Come2You en prêtant des pièces. Donc il y a eu une vraie entraide, et ça il faut quand même le signaler. Je pense que mon ami Ben Bourder a dû passer quand même quelques nuits à blanc, je pense au printemps, même jusqu'aux 24 heures de Spa. Et là, voir cette Aston Martin gagner, voir l'autre Aston Martin, celle de Valkenhorst, terminer quatrième, écoute, c'est que tout a été fait, toutes les planètes se sont alignées aussi. Hein. En parlant d'alignement, Laurent, il y a cette petite histoire du début de la collaboration Come2You et Aston Martin qui part d'un message qui a été lu un peu en retard par Jean-Michel Barthes en fin d'année pour ensuite devenir la belle histoire de la victoire aux 24 heures de Spa. Et comme quoi il faut pas grand chose des fois pour lancer un joli scénario, mais voilà, comme tu dis, c'est un ensemble qui est récompensé pour Aston Martin et pour Come2You aussi, parce que l'équipe roulait souvent en tourisme et est passée au GT l'an dernier avec un programme assez conséquent, mais a dû gérer la fin du support officiel Audi pour trouver ensuite Aston Martin. Bon, voilà, tous les engrenages ont été huilés comme il fallait pour aller chercher cette victoire. C'est bien pour Jean-Michel Barthes qui a quand même mis beaucoup d'énergie en fait dans ce programme. C'est bien pour François Verbist aussi qui a suivi le programme et qui a aussi mis beaucoup d'énergie. C'est bien pour Sébastien Breuil qui a aussi rejoint l'équipe et qui a gagné pas mal de courses de 24 heures, mais qui devait gagner encore à Spa et maintenant c'est fait. Et comme c'était pas l'équipe, je veux dire. Tout le monde, chaque année, tout le monde fait un peu des pronostics et tout. Et j'ai pas vu quelqu'un mettre une pièce sur l'Aston. Pas parce que l'Aston n'est pas compétente ou que le team n'est pas compétent ou que les pilotes sont pas compétents. Mais le problème, c'est quand tu as 24 voitures en pro qui peuvent gagner les 24 heures de Spa, tu te dis, merde, l'Aston, c'est sa première année. Comme tout, c'est la première année avec l'Aston. Tu dis, bon, c'est peut-être pas cette année qu'il faut la mettre. Je pense que la pièce, les gens l'auraient mis plutôt l'année prochaine, pas forcément cette année. Quand tu vois ce qu'il y avait avec Mercedes, que tu vois ce qu'il y avait avec Porsche surtout, quand tu vois ce qu'il y a avec BMW, avec Ferrari, tu dis bon, l'Aston, tu la mets parmi des outsiders, mais tu la mets pas parmi les favoris. Et cette victoire, moi, elle me rappelle un peu celle de GPX Racing en 2019, celle de Saint-Eloc en 2017. Celle de Valkenhorst en 2018. Celle de Valkenhorst, exactement, où c'est pas forcément ces équipes-là que t'attends parce que le plateau, il y a tellement de voitures qui peuvent gagner et d'équipes que tu dis, ouais, tu les mets un peu derrière parce que les autres ont tellement de voitures pour gagner que tu dis, il y en a forcément une qui va gagner. Et là, non. Et donc, GPX a gagné, Valkenhorst avait gagné, Saint-Eloc a gagné. Et maintenant, c'est Come2You qui gagne. Et, oui, et c'est vraiment une belle récompense. Ferrari et Aston Martin donc qui ont animé le devant de la course avec une troisième marque qui a longtemps été dans la course à la victoire, c'est BMW. Que ce soit avec Team WRT pendant la nuit notamment, puisque on reviendra sur la neutralisation, la longue neutralisation du fait des conditions météo, mais c'est au passage de la mi-course qu'on a vraiment revu les M4 de l'équipe de Vincent Voss aux avant-postes, avec surtout la numéro 32.
de Sheldon van der Linde, Charles Wirtz et Dries Vanthoor. Mais au final, c'est encore Rover Racing, Laurent, qui a été le dernier atout au vu du scénario de la course pour BMW. Autant la 98 a été éliminée tout de suite, les tenants du titre, hein, Nick Yelloly, Philippe Eng et Marco Wittmann, un souci de système de refroidissement après un passage dans le bac à gravier qui a coupé l'élan de la voiture. Autant la 998 a fait une course quasi parfaite. Quasi, car à un tout petit peu plus d'une heure de l'arrivée, il y a cette crevaison lente pour la 998. Donc rentrer au stand obligatoire, hein, sauf que l'arrêt se fait un tout petit peu trop tôt par rapport au temps de relais, et malheureusement la voiture doit repasser par les stands dans la dernière heure pour valider le temps de relais final. Et la voiture plonge hors du podium. Et donc finalement c'est Team WRT qui récupère le podium avec la numéro 32. Il y a eu un petit changement de BOP avant la course avec 10 kg en moins pour ces voitures, mais face à Ferrari on sentait qu'il en manquait peut-être un tout petit peu quand même en termes de performance. Tu l'as vu en Super Pole. Alors oui, les deux voitures de WRT sont pas passées en Super Pole, il y a que celles de Rovet qui sont passées, mais même celles de Rovet qui sont passées en Super Pole, quand tu vois les chronos en Super Pole, elles étaient un peu loin des positions de tête. Donc oui, il y a eu ce petit réajustement de BOP. Alors ça, c'est toujours un peu, bon. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Est-ce qu'il faut pas s'en réjouir de changer les BOP en cours de meeting? Bon, ça, c'est un autre débat. Faudrait qu'on fasse une émission. J'ai un peu peur que ça dépasse un petit peu beaucoup au niveau du timing. Mais je pense que WRT s'attendait quand même à faire mieux qu'une troisième place, forcément, parce que quand tu viens et que t'as pas gagné ici depuis 10 ans, alors que tu as un peu gagné partout, tu t'attends forcément à mieux. Maintenant, est-ce qu'il y avait possibilité de faire mieux? Il a aussi fallu faire des choix stratégiques au niveau des pneus quand même, hein, avec l'arrivée de la pluie, notamment le samedi en fin de journée. Est-ce qu'il fallait rester en slick? Est-ce qu'il fallait passer en pluie? Alors on le rappelle quand même, il y a juste c'est pas comme aux 24 heures du Mans où il y a différents crans. Là, c'est les mêmes pneus pour tout le monde. Il y a une spécification de pneus slick, une spécification de pneus humides, enfin mouillés. Donc là, on n'a pas trop le choix. Il faut juste savoir quand est-ce qu'il faut les passer ou pas sur un circuit de 7 km où, évidemment, il peut pleuvoir à un endroit et faire beau à l'autre, ou une trajectoire séchante ici et encore vraiment humide à l'autre bout du circuit. Donc il y a vraiment des paris à prendre. Et oui, tout est tombé, comme tu l'as dit, sur cette 998, qui était quand même très bien pilotée. Et puis, c'est WRT qui récupère le podium, alors qu'il y avait un bon coup à jouer aussi avec la 46 de Valentino Rossi, qui nous a fait un peu un strike quand même, l'ami Valentino quand même. Ouais, la 46, Laurent, donc qui a pas eu une course, on va dire, des plus limpides, parce qu'il y a deux accrochages, un en début de soirée avec la Ferrari numéro 51, au freinage de la dernière chicane, où il y a un drive-through pour ce contact, hein, et il y a surtout cette collision en fin de matinée, hein, c'était un peu avant midi, je crois, puisqu'il restait, oui, c'est ça, il restait un petit peu plus de 4 heures de course. Où Valentino Rossi, encore lui, malheureusement j'ai envie de dire, sort en fait trop large au niveau du virage 5, hein, et en revenant, tout l'enchaînement fait que, en revenant un petit peu de façon peut-être pas la plus sécure, on va dire, du monde, il touche la Ferrari numéro 8 du Kessel Racing, et cette voiture qui est en perdition est ensuite percutée par l'Aston Martin numéro 35 du Valkenhorst Motorsport, qui était elle en lice pour la victoire en Silver Cup. Donc ça fait beaucoup. Il y a eu un drive-through pour la première collision, et un stop and go de 10 secondes pour la deuxième. Bon, les pénalités sont quand même logiques au vu des incidents et surtout des conséquences, notamment pour le deuxième accrochage. Ouais, donc ça c'est quelque chose qui a changé parce qu'il y a quelques années, jusqu'en au moins 2021, il y avait une échelle dans le règlement sportif qui disait que si un pilote pro sortait un pilote AM, la sanction était différente si le pilote AM pouvait repartir ou si le pilote AM devait abandonner. Donc, si le pilote AM pouvait partir, je crois que c'était un stop and go de 30 secondes. Et si le pilote AM devait abandonner, c'était un stop and go qui était équivalent à un tour. Donc, on est loin des 10 secondes.
Bon, là, en fait, ça met fin en plus à la course de deux voitures. Ah là, c'est deux Aussi voitures bien la Ferrari que éliminées. l'Aston Martin. Et je me souviens, alors bon, ça après, c'est encore une histoire de réseaux sociaux, mais quand Ahmad Al-Arti au Mans a mis fin à la course de la 46, évidemment, tout le monde lui est tombé dessus à ce pauvre Ahmad Al-Arti, parce que c'était la voiture de Valentino Rossi, il était sorti de la piste, mais bon, Ahmad Al-Arti, c'est loin d'être un peintre. Ça fait quand même partie des très bons gentlemen. Et là, si tu veux, bon, je trouve quand même que c'est quand même pas cher payé quand tu mets fin à la course de deux voitures. Donc après, comme tu l'as dit, on fait pas partie des officiels. Mais si c'était arrivé quelques années plus tôt, je pense que la sanction est encore un peu plus rude en termes d'échelle de pénalité, parce qu'il y avait ce barème qui était en place entre les pros et les hermes. On a fait le tour, Laurent, du podium, donc entre Aston Martin, on vous le rappelle, vainqueur pour la première fois, c'était 1948, la dernière victoire, ça fait donc Ouais. très longtemps. La dernière fois, c'était St. John's Horsfall et Leslie Johnson sur une Aston Martin de Lead Sport, 1948. Et surtout, c'est ça, Laurent, t'as retrouvé cette petite statistique assez sympa, c'est que c'est seulement la deuxième fois qu'une équipe gagne en étant dans les stands d'endurance. La dernière fois, c'était à Cody ASP en 2022 avec le trio Marcello, Gounon, Juncadella. Donc pour la partie statistique de ce podium et de cette victoire des 24 heures de Spa, édition du centenaire. Laurent, on va passer un peu aux déceptions, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Sur le plan sportif, d'abord, Porsche, c'était la grosse armada, que ce soit en termes d'équipe ou en termes de pilote. On vous rappelle, il y avait Hub Auto avec un trio Pilet, Estre, Vantore, Lorenz. On avait SSR Herbert avec Mathieu Jaminet, Matt Campbell, Frédéric Makowiecki. On avait Pure Racing avec Alex Malikin, Joel Sturm, Klaus Bachler. On sait ce qu'ils sont capables de faire, on le voit en WEC, on l'a vu l'an dernier en Bronze Cup, en GT World Challenge Europe. Bon, Laurent, le résultat final de Porsche est quand même loin des attentes. Clairement, de ce qu'on a entendu après la course. Bon, c'est sûr que le changement de BOP n'a pas forcément aidé au 911 GT3R avec la hauteur de caisse rehaussée notamment. On va déjà éliminer l'aspect Hub Auto qui, bon, eux ils ont vécu une semaine sans, très clairement. Déjà ils ont eu un petit souci à la parade, ça on y reviendra en fin de vidéo. Et à partir de là, ils ont cherché pourquoi la voiture n'était plus dans le coup à partir des qualifs. Autant en essai, ils étaient à peu près dans le match, en termes, et avec les autres Porsche et dans le peloton global, on va dire. Mais à partir des qualifs, ça a été à 2 secondes. À 2 secondes des temps. Alors, je suis pas pilote, j'ai quand même du mal à croire que Patrick Pilet, que Lorenz Vantore et Kevin Estre soient à 2 secondes des meilleurs temps. Donc il y avait clairement quelque chose sur la voiture. C'est Porsche qui a pris la main, en fait, sur la voiture, qu'ils ont tout changé, hormis quasiment la boîte de vitesse et le moteur. Et ils sont repartis de zéro. C'était pas la vitesse n'était pas encore là tout à fait, et de toute façon la voiture a été éliminée sur une case de suspension dans le raidillon, et Patrick Pilet s'en est très bien sorti. C'est un amortisseur, très précisément, qui a cassé. Et par contre, le reste, Laurent, que ce soit SSR Herbert ou que ce soit Rutronic Racing, qui était la deuxième flèche qui restait en pro avec Julian Lower, Sven Muller et Patrick Niederhauser, ça finit dans le top 10, mais on n'a jamais vu Porsche vraiment dans le coup pour la victoire. Non, et tu aurais pu rajouter Phantom Global Racing aussi, parmi les équipes de pointe. Et quand tu énumères les équipes et les pilotes, tu te dis, bon, ben là, ça peut que gagner. T'en as forcément une qui va gagner. Tu vois, quand tu vois le nombre de pilotes officiels et tout, tu te dis, bon, quand tu vois en plus les conditions de piste qui sont quand même Oui, sur le papier favorable. intrinsèquement à la place, tu vois, tu te dis, il y en a une de celles-ci qui va gagner, c'est pas possible autrement. Je veux dire, t'as forcément le nombre. Quand t'as le nombre pour toi, t'optimises tes chances par rapport à, je prends l'exemple de Ford, par exemple, où t'as qu'une cartouche avec une seule Mustang. Donc là, tu te dis, bon, là, quand même, alors il y a eu, comme tu l'as précisé, cet ajustement de BOP avec une équipe qui a roulé avec des capteurs pour la hauteur de caisse qui est formellement interdit. Donc, est-ce que c'est ce qui a fait aussi que
On a réajusté un peu la balance de performance pour la Porsche. Mais bon, ok. T'en as deux dans le top 10, mais huitième et neuvième, avec SSR Herbert et Rutronic Racing. Et franchement, clairement, on attendait mieux. Ça ne fait aucun doute. Donc, à aucun moment, vraiment à la régulière, les Porsche ont été en mesure ont été en mesure de contrer la concurrence. Donc là, Il y a un seul moment où Pure Racing a été en tête, dans la matinée sur une piste très changeante, mais on a vu comment ça s'est terminé malheureusement. Joel Storm est sorti assez violemment de la piste, sans gravité heureusement pour lui. Mais alors que c'est la seule Porsche, alors que c'est la seule Porsche en pro qui a un pilote bronze. oui, bon, ça on va pas revenir sur le sujet, mais c'est sûr que bon, on connaît le débat qu'il y a autour d'Alex Malikin. Mais ça, là pour le coup ça n'a pas suffi. Bon, malheureusement c'est une sortie de piste, mais c'est le seul moment où on a vu une Porsche dans le coup. Mais est-ce que ça aurait duré jusqu'à la fin? Je suis pas certain au vu de ce qu'ont montré Ferrari, Aston Martin et BMW en fin de course. Donc le clan Porsche, faudra repasser parce que si les dernières victoires ont été pour GPX et Roveux, là voilà, il manquait vraiment quelque chose pour le clan Porsche, qui pourtant avait sorti la grosse armada. L'autre grosse armada, Laurent, qui a vraiment pas brillé en pro, on va être clair en pro, c'est Mercedes. Que ce soit chez GetSpeed, que ce soit chez Manfilter ou chez Groupe M, les trois voitures de pointe ont été éliminées sur divers incidents. Hein. C'est un problème mécanique pour la 2 avec une casse de fusée sur la voiture de Jules Gounon, qui a été très honnête et qui a dit qu'il n'avait jamais vu ça. Donc ça, voilà, comme quoi on peut avoir une voiture éprouvée qui a gagné partout, qui a gagné les 24 heures de Spa déjà, mais voilà, les petits soucis mécaniques inattendus arrivent toujours. Manfilter a été éliminé sur le contact, on vous l'a déjà dit, avec la numéro 71 dans la soirée. Et pour Groupe M, c'était un problème de plancher, hein, de sous-bassement de la voiture, qui a été endommagé, et malheureusement les dégâts étaient trop importants pour continuer, pour la voiture qui arborait la décoration des 130 ans de Mercedes en sport auto. Pour retrouver des Mercedes, Laurent, qui étaient en verve, il fallait aller dans les classes, puisque Mercedes repart quand même avec la victoire en Pro-Am, avec CrowdStrike by Riley, repart avec la victoire en Silver, repart avec la victoire en Gold Cup. Donc ça permet à la marque d'avoir la Coupe du Roi pour le meilleur constructeur. Mais je pense que le bilan global de Mercedes est quand même largement terni par cette vraie contre-performance en pro. Je pense que c'est un peu ton avis, non? Ah oui. Le résultat global est clairement pas bon. La meilleure Mercedes, il y en a une dans le top 7, dans le top 10, et c'est pas une voiture qui roule en pro, parce que la mieux classée des voitures qui roulent en pro, elle termine 18e. Et celle qui termine dans le top 10, c'est la voiture de Almanar, by Getsped. Et c'est sûr qu'on est là aussi, on est totalement passé à côté. Jules, comme tu l'as dit, Jules l'a précisé, l'histoire de la fusée, c'est jamais arrivé. Je pense que la Coupe du Roi, c'est bien beau, mais le roi, c'est quand même celui qui monte sur la plus haute marche du podium. Donc, c'est un lot de consolation. Ça fait une coupe de plus dans l'armoire de chez Mercedes AMG, mais là, c'est pareil. Quand tu vois les équipes, quand tu vois les équipages, bon, tu te dis quand même que tu pouvais attendre nettement mieux d'une voiture qui s'était imposée ici pour la dernière fois avec le team AKSP de Jérôme Polican. Mais ouais, c'est un peu une douche froide aussi pour Mercedes. On attendait clairement mieux de cette voiture qui devrait être remplacée en 2026. Donc il va encore falloir gérer l'année prochaine avec cette AMG GT3 qui est toujours une très bonne voiture en plus, mais ça ne l'a pas fait. Laurent, on a fait le point pour Mercedes, pour Porsche dans le clan des déceptions. On est obligé de mettre Lamborghini là-dedans. Alors certes, c'est le meilleur résultat d'une Lamborghini aux 24 heures de Spa, avec une 5e place pour la numéro 163 du Grasser Racing Team de Frank Pereira, Jordan Pepper et Marco Mappelli. Une voiture qui a été brillante en essai, en qualif et surtout en Superpole, parce que Frank Pereira nous a sorti un tour assez incroyable pour aller battre le record absolu de la qualif qui datait de 2008 avec Pedro Lamy et une Saline S7. Forcément, on attendait beaucoup de Lamborghini au vu de ses résultats et surtout au vu de l'histoire, parce qu'on sait qu'à part une 8e place, ils n'avaient jamais fait mieux à Spa. Et cette année, on sentait qu'il y avait quand même quelque chose
potentiel pour aller chercher un bon résultat. Et en fait, Laurent, très vite, la 63, elle, a été éliminée avec un contact, un capot avant qui baladeur, des dégâts, et malheureusement, la voiture Iron Lynx n'a jamais pu ensuite reprendre la piste dans des conditions, on va dire, idéales. Elle est revenue en piste très peu de temps avant l'arrivée. Et la 163 qui était en tête, bien sûr au départ, et qui a été dans le peloton de tête, en fait, a perdu très vite le contact au premier ravitaillement. Parce qu'il y a eu un souci au niveau du coupleur de ravitaillement, et ils n'ont jamais pu faire le plein sur les 2 premiers ravitaillements, si je ne me trompe pas. Et du coup, ils étaient dans l'obligation de faire des sortes de demi-relais, et ils ont réussi à résoudre le problème, et ensuite on a pu voir la 163 revenir à un rythme normal. Sauf que Laurent, quand on perd autant de temps en début de course à Spa, malgré les neutralisations, malgré les full course yellow, c'est quand même compliqué de revenir. On va dire que c'est dommage parce que là, pour le coup, la 163 n'a eu aucun problème technique, hormis ce problème de coupleur de ravitaillement, mais la voiture en elle-même a été parfaitement emmenée tout au long de la course par le trio Pepper, Pereira, Mapelli, et il y avait la vitesse. Donc, on est obligé de dire que c'est une déception vu ce que la voiture a montré durant la semaine. Ouais, alors il y avait la vitesse parce que bon, comme tu l'as dit, il y a la Super Pole avec le très beau chrono de Franck Pereira. Il y a aussi le meilleur tour en course pour Marco Mapelli. Pour Marco Mapelli. Mais oui, ça fait partie des déceptions parce que cette caisse, elle devait aussi jouer la gagne. Il y avait tout le potentiel pour l'équipe, la voiture, et l'équipage. Et quand tu vois le début de meeting et le début de course, ouais, c'est un peu dommage. Maintenant, la voiture d'Iron Lynx, je trouve qu'elle n'a jamais été au niveau de la voiture de Grasseur. Elle a toujours été derrière, elle a toujours été loin. Ça a jamais. Pourtant, t'as quand même Bortolotti, Caldarelli et Cairoli. C'est quand même pas les premiers venus non plus. On est d'accord. Mais elle a toujours été en dedans par rapport à celle de Grasseur, et cette histoire de coupleur, c'est sûr que ça a un peu annulé toute chance de bons résultats parce que t'as beau avoir, comme tu l'as dit, des neutralisations. Il y a eu 17 safety cars et 22 full course yellow durant la course. Mais t'as beau avoir des procédures de wave by et compagnie qui sont pas valables pour la classe pro, mais qui prennent un peu plus de temps forcément. Donc évidemment, quand t'es dans ces procédures-là, tu roules pas sous drapeau vert parce que c'est fait pour les autres classes autres que la classe pro. Mais ouais, c'est un peu une déception. Alors c'est sûr que c'est une 5e place, c'est le meilleur résultat, comme tu l'as dit, une Lamborghini. Maintenant, bon, c'est un peu dommage. Je rajouterai là-dessus aussi le forfait de la voiture des Iron Dems quand même. Qu'on n'a pas vu, et pour être honnête, peu de gens ont compris pourquoi on n'a pas essayé de remplacer Sarah, même si Sarah était sur ses terres et qu'elle n'a pas pu rouler parce qu'elle a un programme chargé et qu'il fallait qu'elle se remette de cette commotion qu'elle a eue à Watkins Glen le week-end d'avant. Maintenant, on avait testé quand même d'autres pilotes lors du prologue, et c'est un peu dommage que cette voiture n'ait pas été engagée. On a entreaperçu un capot avant sur la numéro 63. Voilà, c'est le seul. C'est le seul capot avant, c'est ça. C'était la petite, le petit signe. Et Sarah qui était sur place, qui était sur le circuit, parce qu'elle est venue discuter durant le direct, durant la course. Mais ouais, c'est un peu dommage que cette voiture d'Iron Dems n'ait pas roulé. Donc on avait parlé des classes, Laurent, qui ont été dominées en grande partie par Mercedes. Avec, on va rapidement revenir sur la Gold Cup, parce que certes le succès pour la marque n'est pas usurpé dans la classe, très très clairement. Par contre, il y a Mercedes aurait dû l'emporter avec une autre voiture en Silver Cup. On va être très clair, parce qu'au vu de la fin de course d'Aurélien Panis, je pense qu'il y avait quand même peu de chances que le Boutsen VDS ne gagne pas cette classe, parce qu'Aurélien Panis a quand même fait un relais incroyable en fin de course, puisqu'on le voyait grappiller seconde par seconde sur la voiture de GetSpeed. Et malheureusement, ce qui semble être un problème de transmission sur la numéro 10 a ruiné les chances de Boutsen VDS. Il fallait quand même mentionner ça, parce que Boutsen VDS a fait une super course dans cette classe, avec Roé Mehuas, César Gazo, Aurélien Panis et Sébastien Beau qui étaient en renfort sur ces 24 heures de Spa.
Mercedes gagne donc la classe avec la voiture Get Speed de Mettler, Kell, Barton et Walker. Laurent, c'est dommage pour Boutsen qui avait une voiture en pro, bon, qui a été un petit peu discrète malheureusement, mais là en Silver il y a vraiment une occasion manquée aussi là. Ouais, c'est un crève-cœur. Tu vois ta voiture qui arrête en plus quasiment devant ton stand parce qu'elle a arrêté, elle est tombée en panne devant les stands d'endurance, quasiment en face au stand de Boutsen. C'est clairement un crève-cœur parce qu'ils avaient fait le taf et il y avait vraiment de quoi jouer la victoire dans la classe Silver. Donc on peut comprendre la déception et de l'équipe et des pilotes, comme quoi la course peut parfois être cruelle. Donc en gold, hein, c'est Almanar qui l'emporte avec la 7ème place au général, à souligner quand même pour Al-Faisal Al-Zubair, Dominique Baumann, Philippe Ellis et Michael Grenier. Encore une fois, très performant le pilote canadien. En gold, Laurent, il y a une 2ème place pour Saint-Éloque avec l'Audi. On va passer sur le clan Audi aussi. Au général, c'est la voiture en bronze de Andrei Mukovoz, Alexei Nessov, Dylan Pereira et Max Hofer qui empochent la classe bronze et qui termine 10ème avec la meilleure Audi. La du Trésor Attento Racing, la numéro 66, la numéro 99 en pro de Christopher Haas, Alex Aka et Ricardo Feller termine le 12ème sans avoir été une course discrète on va dire pour la voiture. Et donc la 15e place pour Saint-Éloque Racing et la 2e place en gold pour Paul Évrard, Hugo Deville, Jim Pla et Gilles Magnus. Mais ça c'est une voiture par contre qu'on a vue aux avant-postes, que ce soit en Superpole, puisqu'il y a quand même la voiture part de la 7ème position, mais aussi on l'a vu en début de course. En début de course, Jim Pla a même été 3ème à un moment. Donc certes Saint-Éloque n'est plus en pro, mais encore une fois il y avait encore un bon coup à jouer pour l'équipe de Sébastien Chetaille. Ce qui est assez original, c'est qu'on a plus d'investissement officiel d'Audi parce qu'on a plus de voitures Aspa qui s'appellent, les équipes s'appellent Audi Sport Team Saint-Éloque, Audi Sport Team Attento. Donc ça c'est terminé. Mais c'est sûr que la voiture qui roule en gold chez Saint-Éloque, au début de course, elle a vraiment fait une très belle perf. Déjà en Superpole, déjà. Et les Audi qui avaient une bride quand même avant le début du meeting de 0,5 mm de plus grande que les années passées. Ça leur a peut-être donné un petit peu d'air. Oui, forcément, c'est la bride est plus grande, tu me diras. Mais ouais, comme quoi l'Audi est toujours là. Alors oui, t'en as une qui est dans le top 10 qui roule en bronze. C'est dommage aussi pour la 2e Audi de Saint-Éloque, qui avait fait un très beau début de course avec Alban Varotti. Et on a le Ivan Klimenko qui s'est un peu emmêlé les pinceaux et qui a quand même connu un contact et qui débute en endurance. Donc il faut peut-être un peu de temps aussi pour se faire la main. Et Audi, je sais pas si on pouvait attendre mieux en termes de classement général, je parle. Certainement aussi avec celle de Trésor Attento avec un équipage pro. Voilà, c'est elle la petite déception quand même dans le clan Audi. Quand on voit les pilotes. Mais la perf chez Audi, c'est clairement celle de Saint-Éloque. L'autre déception, alors est-ce qu'on peut appeler ça une déception? Ça a été pareil, c'est une course discrète, c'est McLaren qui, le Garage 59 termine 11ème avec la 159 de Dean McDonald, Benjamin Gutt et Tom Gamble. Mais on les a jamais vus dans le coup réellement pour aller taquiner le podium, on va dire. Donc McLaren, une course un peu discrète. Autant on les avait vus au Mans, notamment en Hyperpole avec Inception Racing et Brendan Iribe. Autant là, Laurent, McLaren a traversé la semaine sans briller. On va dire ça comme ça. Non, et pourtant, tu vois, quand on était allé voir, si tu te souviens, quand on était allé discuter avec Vincent Voss, c'était quand, vendredi matin? Oui, c'est ça. Quand on avait échangé sur les forces en présence, et si tu te souviens, Vincent nous avait dit, les gars, méfiez-vous, n'oubliez surtout pas la McLaren, parce qu'en termes de BOP, elle était plutôt pas mal, et il fallait surtout surveiller la McLaren. Alors oui, à un moment, on l'a vu quand même pas trop mal, mais on l'a pas vu non plus, on n'a pas vu de McLaren. Alors il y en avait qu'une en pro. On l'a pas vu vraiment jouer la victoire sur la longueur. Donc après peut-être que l'équipage aussi est peut-être un tout petit peu moins affûté que les autres équipages de pointe quand même, même si c'est du très bon niveau. Mais c'est sûr que pour McLaren, c'est un peu une course un peu compliquée. Et la dernière marque, Laurent, c'est Ford, avec qu'une seule voiture, avec Christopher Miss, Fred Vervisch et Denis Olsen.
19e, la voiture est au bout encore, après une course sans grandes histoires, on va dire. Après les 24 heures du Mans qui étaient très encourageants, bon là c'était un petit peu plus difficile au vu forcément du niveau qu'il y a ici aux 24 heures de Spa. Bon, il y avait sans doute moins de possibilités de faire un podium comme on a vu aux 24 heures du Mans, mais la voiture est à l'arrivée et on sait que ça reste la première année et que le développement est toujours en cours chez Ford Performance, donc pas grand chose à dire en fait sur cette prestation. Ils ont su remonter en fait dans la hiérarchie puisqu'ils sont partis assez loin, mais la performance était encore là un petit peu en dedans par rapport à ce qu'on a vu notamment en début de saison, puisqu'ils avaient été pas si mal que ça, notamment Paul Ricard. Ouais, non, là, enfin, si tu veux, c'est un peu comme quand tu es à l'école et que tu reçois ton bulletin scolaire de fin de trimestre où il y a marqué encourageant. Alors oui, la voiture, elle termine 19e, ok. Mais maintenant, t'en as qu'une, c'est la première année de la voiture. Alors, tu pourrais me dire que c'est la même chose de l'Aston Martin. Oui et non, parce que l'Aston Martin, on part quand même d'une base qui est connue, même si c'est une nouvelle voiture. Mais là, franchement, ouais, encourageant. À voir pour le futur, ouais, encourageant. Surtout à voir, on vous publiera une interview un article en tout cas avec ce que nous a dit Mark Rushbrook durant la semaine, le responsable de Ford Performance. Ils estiment avoir de bonnes chances d'avoir plus de voitures que ça sur la scène européenne, donc on espère avoir plus de voitures en GT World Challenge Europe que la seule exploitée par Proton, et peut-être qu'il y aura effectivement d'autres cartes en main pour Ford et la Mustang GT3 l'année prochaine pour espérer viser un petit peu mieux. Laurent, alors je ne sais pas si c'est ton avis, moi je vais mettre dans les petites déceptions le déroulé de la course avec, à mon sens, beaucoup de neutralisation, beaucoup trop en fait même, ça a un petit peu haché le rythme. Ça a été beaucoup mieux la deuxième partie, hein. Alors certes c'est notamment dû aux conditions météo qui ont été dantesques dans la nuit, puisque comme tu disais il y a eu un nombre conséquent de neutralisation et de full course yellow et ou safety car, hein. On a 17 safety car, 22 full course yellow comme tu l'as dit, et en tout 9h16 de neutralisation sur les 24 heures. C'est vrai que j'ai trouvé le rythme un petit peu trop haché en début de course. Je sais pas ce que t'en penses. Je veux nuancer avec les conditions qui étaient vraiment pas simples. Ouais, c'est assez compliqué. Alors, je sais que du côté d'Alain Adam, le directeur de course, on avait précisé que tant qu'on pourrait rouler, on roulerait, quitte à rouler derrière safety car, parce que c'est vrai que quand tu mets un drapeau rouge, il y a des courses qui l'ont expérimenté dans le passé. On va pas, enfin, c'est un bordel sans nom parce qu'il faut bien gérer le bon classement au tour d'avant, les écarts, il faut gérer les temps de conduite qu'il faut refaire et tout. Donc quand tu fais rouler plusieurs classes, c'est clair que c'est vraiment bordélique et c'est des coups à avoir des problèmes. Donc là on a roulé derrière safety car. Donc si tu discutes avec les pilotes, c'est sûr qu'eux te disent que c'était pas forcément roulable. En plus il faut composer avec un bitume qui est quand même très neuf, très encore tout glissant et tout, même si c'est censé être un bitume qui est censé être drainant pour mieux évacuer l'eau. Et encore, je pense que tu seras d'accord avec moi, on s'en est bien sorti par rapport aux prévisions qui étaient annoncées. Ce qui est certain, donc pour le bitume, déjà, il a été plutôt bien perçu par les pilotes. On l'a vu déjà rien qu'au niveau chrono, hein, on l'avait déjà vu en British GT la semaine précédente, mais là, ça a été radicalement plus rapide sur piste sèche. Sur piste mouillée, effectivement, c'est la principale crainte des pilotes. On s'en sort effectivement très bien, parce que ça aurait pu être plus compliqué que ça à appréhender, sachant que il y a quand même eu pas beaucoup de possibilités de roulage avant la course, hein, sous la pluie, réellement, hein, de la vraie pluie, on va dire, avec des conditions très très humides. Le bilan global pour cet asphalte est bon. Après oui, les neutralisations, on sait que c'est un championnat où il y a encore des pilotes, il y a beaucoup de pilotes âmes, hein, c'est le cœur de ce championnat. Je comprends tout à fait la non prise de risque de la direction de course par rapport à eux et aux conditions rencontrées. Ça, je suis tout à fait en accord avec
avec les prises de décision sur ce point-là. C'est surtout en fait d'avoir vraiment l'enchaînement full coursier-lot, voiture de sécurité. C'est peut-être un peu ça, voilà, où je serais un peu plus nuancé. Bon, après, quand il y a des incidents avec la voiture, où il y a des interventions nécessaires très, très rapidement pour les commissaires de piste, évidemment qu'il faut neutraliser sous full coursier-lot et après relancer sous voiture de sécurité quand ça dure, il n'y a pas de souci pour ça. Mais je vois par exemple, tu vois, le dernier full coursier-lot pour la voiture d'Aurélien Pagny, certes la voiture était facilement accessible pour les commissaires, mais le full course a été rapide. Ça reste mon avis vraiment personnel. Ouais, bah écoute, le truc aussi, c'est que de toute façon, tant qu'il se passe rien, on peut toujours critiquer les décisions. Le seul problème, c'est que si tu relances et qu'il y a un accident, forcément tout va retomber sur le directeur de course. Qui a la responsabilité de tout ça, on vous le rappelle. Eh ouais, mais c'est l'éternel sujet. Et ça, c'est pas spécifique aux 24 heures de Spa, c'est spécifique à toutes les courses. C'est que quand il se passe rien, il n'y a pas de souci. Le jour où il y a un problème, après, évidemment, c'est le directeur de course qui est responsable, donc c'est lui qu'on va déglinguer. Donc les responsabilités, c'est un peu dur. Et comme on est quand même au 21e siècle et en 2024, c'est difficile de prendre des décisions. Bon, écoute, on a roulé. Je pense que les prévisions météo s'annonçaient pire que ce qu'on a eu. Et tous les pilotes étaient d'accord pour dire qu'à certains moments, c'était un peu, il fallait pas relancer. Ah, mais là, il y a clairement il y avait pas de débat. Hein. Là, la décision de placer la course. Ouais, non, ça, je suis d'accord avec toi. La décision de placer la course sur voiture de sécurité pendant une longue période, notamment, en plus, il faut rappeler, hein, c'était la nuit. Il y a quand même beaucoup de pilotes qui nous ont dit que le nouvel asphalte était très sombre et du coup ne facilite pas la vision par rapport à la quantité d'eau. Ça, quand même, il n'y a pas de souci là-dessus. Sur ce point-là, moi, je n'ai aucun problème avec cette décision de neutraliser la course. Après, la décision de mettre sous drapeau rouge ou pas, ça c'est encore un autre débat. Mais voilà, moi c'était juste sur certaines neutralisations, on va dire, courtes. Voilà, c'est plus l'aspect de l'enchaînement full course, voiture de sécurité, sachant qu'il y a le wave by maintenant où il faut donc réaliser la procédure. Bon, voilà, ça restait un petit avis. Et on a quand même eu aussi quand même quelques accidents assez importants qui se terminent quand même très bien pour les pilotes. J'allais t'en parler, ça a été un sujet. Oui. À la porte BM, notamment dans la descente du Révillon. La sortie de piste de Joël Sturm aussi. Mm-hmm. Et puis la Mercedes, comme tu l'as dit, Triple Eight qui finit sur le tour. C'est vrai que c'est surtout l'accident qu'il y a eu dans la première partie de la course, hein, comme tu dis, dans la descente vers le rouge, au départ un contact entre l'Aston Martin de Nicolas Barth et la Ferrari Rinaldi. L'Aston Martin finit sa course à petite vitesse dans l'herbe. Et derrière, la Ferrari est immobilisée en piste et bon, malheureusement, il y a une voiture qui l'évite pas. Alors c'est vrai qu'on est passé pas loin quelque chose d'un peu plus sérieux et bon, dès qu'on a eu la confirmation et qui a été très rapide d'ailleurs de SRO que les pilotes allaient bien, bon, il y a eu un petit soulagement pour ceux qui étaient en salle de presse et je pense également dans les tribunes parce que l'accident était quand même assez impressionnant visuellement et ça aurait pu moins bien se terminer. Laurent, on a fait le tour un petit peu de tous les éléments majeurs de ces 24 heures de Spa 2024, c'était l'édition du centenaire, on vous rappelle. La semaine donc a été marquée par la parade avec des voitures incroyables, hein. Je pense que on a pu revoir des anciennes gloires qui étaient les Maserati MC12, les BMW et leurs fameuses décorations avec des sponsors bien connus. On va pas les citer, on va pas faire de pub, même si les sponsors sont pas plus forcément là. Il y a juste eu un petit bémol, Laurent, dans la parade. Il y a eu quand même quelques voitures qui ont connu. Alors, c'est pas que cette année, hein, on va être très clair, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Mais il y a eu un petit bémol avec des voitures qui ont été en surchauffe et ça n'a pas été simple pour certaines équipes. Et le petit bémol, c'est qu'en plus, là où il n'y a pas de bol, c'est que c'est la journée où il a fait le plus chaud. Donc oui, il y a des moteurs qui ont dû être changés parce qu'ils ont chauffé et parce que
parce que les voitures ont attendu, parce qu'il y a beaucoup de voitures à mettre à faire partir à la parade et qu'il y a des moteurs qui n'ont pas supporté. Public, on vous rappelle, les voitures ont emprunté, en sortant du circuit, l'ancien tracé de Spa, hein, le long tracé de plus de 14 km, hein, si je me trompe pas, en passant par des endroits iconiques, hein, la descente à Burnanville et tout l'enchaînement pour revenir sur le circuit et ensuite partir sur la route à Spa. Et on a pu avoir quand même des images assez incroyables, que ce soit en arrivant à Spa ou avec un public incroyable au niveau de la quantité de personnes qu'il y avait et le retour avec le coucher du soleil. Je pense qu'il y a certains photographes qui ont dû se faire et vidéastes qui ont dû se faire plaisir au niveau image. Donc c'était vraiment un grand bravo à l'organisation pour ce beau moment. Là, ça, il y avait pas de souci. Ça restera dans les mémoires. Écoute, moi je tiens à remercier aussi le public belge qui a une fois de plus été très sympa, qui a beaucoup suivi, qui est venu, qui a été très comment dire très chaleureux envers Endurance Info, et ça c'est qu'il faut quand même le souligner, parce qu'on a eu quand même pas mal de marques de sympathie de lecteurs croisés dans le paddock et tout, et ça c'est quelque chose que moi je retiens parmi les vrais points forts aussi. On est au bout de ce numéro de Track Limit, Laurent, sur l'édition du centenaire des 24 heures de Spa. On vous remercie de la fidélité que vous accordez et au podcast et à Endurance Info. On a vu des beaux chiffres sur le site et on a de plus en plus de gens qui nous écoutent et qui nous regardent, puisque vous avez toujours maintenant la version vidéo et audio quand c'est possible. Il y a des fois où on est un peu limité en temps et c'est pas toujours évident. Laurence donne rendez-vous prochainement, hein, on va faire le point calendrier, on retourne sur le LMS ce week-end avec la manche d'Imola. Il y a également le DTM qui sera au Nürburgring. Pour le GT World Challenge, ça sera les escapades allemandes Nürburgring et Hockenheim à la fin du mois. Évidemment, toi tu seras sur place pour commenter et être pour nous faire vivre ça de l'intérieur. Et il y aura également le WEC mi-juillet, donc pas ce week-end, mais le week-end d'après, où là c'est Thibaut qui sera de la partie au Brésil, à Interlagos. Laurent, merci pour ce débriefing des 24 heures de Spa 2024, et puis rendez-vous dans un prochain numéro de Track Limit. Merci, à bientôt, bye bye.